Ok, voilà. Eh ben, je suis super contente que tu sois là. Vraiment, c'est un vrai bonheur depuis la première fois où on s'est parlé et on a essayé souvent et on n'a pas pu tout le temps. Et Ouais, voilà. c'est un Donc, eh bonheur. bien, alors, pour présenter un petit peu, je vais en dire quelques mots, puis toi tu vas me compléter, surtout me dire si je dis des bêtises. Donc voilà, Agnès, c'est pour nous le lieu de référence où on a de l'information concernant la sexualité, qui soit une information différente, qui soit une information vérifiée, analysée, bref, pour nous, une information parfaite sur ce qu'est la sexualité. Je le mettrais en opposition avec des trucs tout préformés qui vont plus avec le fait de vendre un rouge à lèvres que d'apporter une réelle information. Et Agnès est apparue donc très tôt sur Internet et je pense qu'elle je sais pas si tu as pu, depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, mesurer l'impact de ton blog voilà, sur le monde d'Internet, mais il est vraiment très fort. Et donc, les filles qui étaient avec nous tout à l'heure et qui sont parties boire un café parce qu'elles vont tenir une bonne partie de la nuit, eh bien, c'était, voilà, c'est Ouah, il y a Agnès Gillard, mais c'est merveilleux, quoi. C'est un côté. Donc, ce sont des filles qui sont des blogueuses, donc sur des blogueuses Q, beaucoup sur la prévention et sur l'explication de ce qui se passe. Et c'était vraiment, voilà, c'est Agnès, la fille, qui nous a ouvert la voie sur Internet. C'est très très fort. Voilà, d'une part, voilà, il y a cette partie-là. Donc, on va dire, c'est la partie occidentale. Et puis, il y a l'autre partie, c'est-à-dire tes études. Tes études sur le Japon et les livres que tu as écrits, qui sont des mines incroyables. Si tu veux bien attraper, par exemple, celui-là. Donc, celui-là, c'est le premier que j'ai lu. Hop, la caméra, elle est là. Voilà. Voilà, ça, c'est le premier que j'ai lu et je l'ai dévoré. Je ne sais pas si je me suis arrêtée de le lire en fait. Il est super beau en plus. Voilà, donc tu connais plein de choses du Japon. Quand est-ce que tu es passé D'abord, tu m'as pas corrigé si je disais des bêtises. Mais c'est des choses que j'ai pas dit. Non, 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 je suis juste un peu gênée. Euh, En fait, tu allais me demander comment ça s'est passé pour le Japon au tout début, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire Alors, comment t'es passé de la culture 100% occidentale à la culture japonaise. Est-ce que c'est passé d'un coup ou est-ce que tu as fait des ponts non, euh, non, alors, bon, ça, je le dis assez souvent, hein. Moi, je suis née avec Albator, donc, enfin, j'avais 9 ans, disons, quand le dessin animé a été diffusé sur France 2, dans Récréa 2. Et évidemment, ce personnage bouleverse beaucoup de choses pour les enfants qui sont en attente de réponses, Non, mais dans la mesure où les dessins animés occidentaux sont, à cette époque en tout cas, très binaires et ouais. qu'ils opposent le bien et le mal d'une façon un peu satisfaisante. Et pour la première fois, on a un dessin animé japonais qui met en scène une idée qui est tout à fait incroyable pour un gosse, c'est que le bien et le mal sont relatifs. C'est-à-dire tout dépend du point de vue où on se situe. Et un personnage comme Albator, on s'aperçoit à la fin qu'il a joué contre son propre camp en attaquant les Sylvidres qui en fait voulaient protéger la Terre. Donc celui qu'on a considéré comme le héros de bout en bout a été d'une certaine manière victime de la même illusion que nous, spectateurs, et on s'en rend compte trop tard, en même temps que lui. Et à ce moment-là, le dessin animé nous met finalement euh, dans la perspective de nous rendre compte que tant qu'on n'a pas suffisamment de recul sur la réalité du monde, on ne peut que se conduire à l'aveugle et éventuellement servir des intérêts qui sont contre nos propres espérances de survie. Et j'ai trouvé ça étonnant. Étonnant, c'était bouleversant. Et j'ai décidé donc d'aller au Japon. Enfin, je pense que ça a commencé à 9 ans. Et après, j'ai eu l'occasion de passer un mois là-bas
J'avais environ 25 ans et j'ai rencontré en fait des filles qu'on appelait les kogaru. Là, j'ai eu une grosse dépression nerveuse, hein. J'ai perdu 6 kilos, c'était au Japon. Je me suis dit, c'est des fous, j'y vais plus jamais, c'est fini, le Japon, c'est un pays de fous. Et puis évidemment, il fallait pas rester sur cette mauvaise impression. Et donc, j'y suis retournée pour essayer de comprendre ce que c'était que la culture otaku. Voilà, donc la culture geek, hein. Tout simplement parce qu'en fait, otaku veut dire geek. Sauf qu'au Japon, c'est otaku et quelque chose, c'est comme aux États-Unis. Et quelque chose, aux États-Unis, c'est geek, fan de séries, ou geek scientifique. Nous, chez nous, c'est un petit pays en France, donc on dit geek tout court. Mais otaku, c'est aussi la même. C'est aussi la même. C'est Alors, fan très spécialisé. oui, je pense que ce serait intéressant de définir un peu otaku parce que je suis encore assez déçue par les définitions qui sont données par les chercheurs dans des Ouais. articles qu'on peut trouver sur Internet, etc. La plupart du temps, ça se résume à de la consommation d'une culture pop, de gadgets, de mangas, etc. Et je trouve ça très décevant comme définition. Donc je propose la suivante. Après, tu vas me dire si ça peut se rattacher au thème du geek. Pour moi, les otaku, en dehors d'être des adeptes de monde virtuel, ce sont des personnes qui ont un profil très particulier, c'est qu'ils veulent se réapproprier les produits de consommation en les transformant. Et ces transformations prennent deux formes, soit la customisation, qui consiste par exemple à monter des figurines, à les peindre, à leur coudre des vêtements, etc., soit la transposition, qui consiste à produire des fanfictions en détournant ou en parodiant par exemple, des scénarios de dessins animés. Et tout ce travail qu'on pourrait appeler un travail de montage, démontage de poupées, fabrication de vêtements ou de rescriptage, où on réécrit les scénarios et on rajoute des épisodes supplémentaires, etc. Ça revêt une importance telle aux yeux des otaku qui préfèrent bien souvent acheter un objet en kit qu'une maquette toute faite et qui préfèrent de loin les héros qui sont ambigus, donc qui ont des zones d'ombre dans leur vie, les idoles qui sont complètement immatures, dont finalement on peut faire ce qu'on veut, puisqu'elles n'ont ni passé ni avenir, et qu'elles ont l'air complètement vides et vacantes, et puis tout ce qui relève des objets inachevés, c'est-à-dire en fait les poupées qui sont à faire soi-même au Japon. Tout particulièrement les poupées articulées qui sont vendues en morceaux. Donc on peut acheter les yeux, les mains, le buste, etc. C'est comme des hôpitaux quand on entre dans des boutiques de Oui. poupées. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on a affaire en fait à une reconstruction totale de l'humain. Et pour moi, les otaku sont des personnes qui s'intéressent à ce qu'est l'humain, mais l'humain en tant que personne à construire. Et je trouve ça tout à fait révélateur de cette culture. Bah écoute, je dirais, il y a quelques détails qui divergent, mais dont on pourrait discuter, mais qui moi me semblent mineurs, et peut-être c'est l'analyse d'une société soit occidentale, soit japonaise. Mais effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le fait de, nous on va déjà mettre de côté le terme consommation, mais plutôt une globalité, c'est le fait de revenir vers soi, vers ses fondamentaux, d'interroger ses fondamentaux pour savoir qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, et d'améliorer tout un tas de choses, que ce qui va du confort de vie au plaisir, au bien-être, ou de lutter contre le mal-être permanent qui vient du fait de pas se sentir bien dans tout ce qui est préconstruit. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, on n'est pas passif face aux objets de culture. C'est-à-dire qu'on se les réapproprie dans le but de faire l'avenir avec. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, toutes les dolls en France, les dolls, elles arrivent du Japon. Et donc, on économise longtemps, parce que les frais de port sont vachement chers. On économise longtemps, il y a des associations, etc. Donc là aussi, c'est directement, effectivement, lié avec le plaisir de la culture japonaise, très clairement. Mais au-delà de ça, concernant la figurine, effectivement, on fait des maquettes.
On fait des photos, On on fait fait des des photos, on les met œuvres, en scène, on fait des on dioramas, crée la vie voilà. de la poupée. Voilà, mais là, en France, c'est le marché, c'est là où le marché le japonais est le plus florissant. C'est-à-dire que concernant tout ce qui est figurines, eh bien, enfin, c'est limite, il y a des entreprises qui vendent plus en France qu'au Japon. Ah, c'est vraiment, il y a une culture très très forte, mais pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire que la figurine ou la doll, ça va rester au rang d'esthétique de support à rêve. C'est-à-dire, bah, je prends voilà, une figurine de mon personnage préféré. L'idée, ça va être de dire, bah, je vois ce personnage, il me déclenche le fait. C'est un peu mon ticket de voyage vers le monde que j'aime bien. Alors que si j'ai bien compris au Japon, ça va beaucoup plus loin. Mais d'une certaine mesure, peut-être que c'est peut-être en lien avec des religions qui sont différentes entre le Dieu unique et, euh, et la religion japonaise qui est quand même issue bah, du tronc commun, c'est de l'animisme ou ce que ce soit, et qui laisse plus de possibilités que la religion du Dieu unique qui a quand même bien lessivé tout, quoi. C'est, enfin, moi j'ai ce sentiment-là en tout cas. Oui, oui. Bon, alors évidemment, ça c'est un point de vue qui est très répandu au Japon. Ouais. C'est de dire, oui, nous, les Japonais, on est différents, etc., parce on a le Shinto. Je Mm. me méfie un peu de ce discours, hein. Ça relève de ce Ouais. qu'on appelle le Nihon Jinron, c'est-à-dire l'affirmation d'une identité vraiment très particulière, très spécifique au Japon, etc. Je fais toujours assez attention à ça dans la mesure où j'ai pas l'impression non plus qu'en Occident, on ait totalement perdu le contact avec la vie des objets. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on reste quand même extrêmement proche de ces objets qui nous entourent, qui tiennent bien dans la main, qui sont comme des prothèses, hein, des projections. Enfin, il y a un chercheur que j'aime beaucoup, un anthropologue, qui a essayé de travailler sur la notion d'art en redéfinissant ce qu'est l'art sur un plan universel. Donc la notion de beau et de laid tient pas. Et il parle de la notion de projection, euh, de, euh, de désir projeté dans l'objet. Et il dit l'art, en fait, c'est quand il y a des empilements d'intentionnalité dans un objet. Et ces objets, finalement, sont autant de métaphores de nos désirs et de nos projections Ouais. que c'est comme des écrans, finalement. Et chaque écran se superpose à l'autre et donne à l'objet une profondeur qui finit par prendre littéralement vie sous nos yeux. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, les poupées s'offrent à voir comme des incarnations exosomatiques d'un imaginaire qui, au-delà du Japon, est structuré par le goût pour la pluralité des mondes. Et de ce point de vue-là, qui relève vraiment d'une culture beaucoup plus vaste que les frontières de l'archipel japonais, Oui. qui est la culture de la dématérialisation et des avatars. Mm. Oui, effectivement. Et quand tu parles de poupée, tu prends quelle échelle? C'est-à-dire, tu parlais de ça tient dans la main. Et justement, est-ce que je peux t'amener sur le sujet des Love Dolls, Ah, justement? alors, oui, alors ça, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire en fait. C'est quelle échelle? Et là, on touche à quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est que beaucoup de poupées qui font 20 cm sont photographiées de telle manière sur Internet qu'on ait l'impression que c'est des poupées grandeur nature. Et les Mhm. poupées à grandeur nature, c'est le contraire. Parfois, elles sont photographiées incrustées dans des décors qui font qu'on a l'impression qu'elles sont minuscules. Et ça fait partie de la culture qui tourne autour de la poupée. Qu'elle soit finalement petite ou grande, c'est toujours une poupée pour adultes, d'une certaine manière. Et qu'elle soit pénétrable ou pas, elle est toujours érotique. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le Ouais. travail que j'ai pu mener sur les Love Dolls, donc les poupées articulées, grandeur nature, en silicone ou en vinyle, qui sont en fait inventées au Japon en 1978 par une firme qui s'appelle Orient Industries. Ce qui est absolument passionnant de remarquer,
c'est que la définition des love dolls telle qu'elle est donnée par les fabricants, les propriétaires de poupées, etc., déborde complètement le champ étroit de ce que nous, en Occident, on appelle les poupées sexuelles. Et qu'en fait, eux, ce qu'ils appellent love doll, c'est toutes les poupées avec lesquelles il peut y avoir une interaction affective et avec lesquelles on peut construire une relation émotionnelle qui va permettre d'envahir un peu comme dans un jeu de rôle, qui va envahir l'espace du propriétaire, mais son espace concret, quoi. C'est-à-dire que la poupée, quand elle vient, elle est dans une boîte qui est énorme. C'est-à-dire, c'est un carton qui remplit littéralement son petit studio. Ouais. Donc en fait, la première chose que les propriétaires font quand ils achètent une poupée, c'est calculer est-ce que je vais avoir assez de place, même pour l'asseoir sur une chaise. C'est-à-dire, Wow. elle va être là en permanence. Mhm. Et donc certains sont obligés d'acheter des poupées qui sont livrées en pièces détachées, en Ouais. vinyle, pour pouvoir la ranger dans une boîte qui va remplir un espace un peu moindre qu'on pourra ranger sous le lit, etc. Donc la première question qui se pose avec les Love Dolls, c'est quelle échelle je suis capable de lui faire prendre dans ma vie, combien de pourcentage de mon espace de vie je vais pouvoir lui accorder, quoi. Et, euh, et après, bon, bah, y a toute cette idée que, par ailleurs, la poupée, ok, concrètement, elle est là dans le studio, mais pour la faire vivre, il va falloir créer un site internet. Et finalement, Ouais. la boîte que représente le studio où vit l'homme, elle se elle existe comme dans une poupée russe. Elle est Mhm. en plus petit dans la boîte de l'ordinateur. Et la boîte de l'ordinateur elle-même va contenir d'autres boîtes encore plus petites. Donc là, on est vraiment dans une sorte de mise en abîme. C'est ce qu'on peut Ouais. appeler les fractales, hein. C'est Ouais. quand il y a la répétition d'un motif avec des invariants et des différences d'échelle. Et ça pourrait être la définition de la love doll, c'est-à-dire la capacité d'un être humain de se servir d'un objet pour se mettre en scène dans un univers qui s'enchasse dans un autre univers, qui lui-même s'enchasse dans un autre univers, ad infinitum, comme si finalement deux miroirs étaient placés l'un en face de l'autre, ce qui produit l'équivalent de la vache qui rit. Je viens d'avoir une photo, une image Oui, d'une love et doll ça, avec les boucles d'oreilles. oui, 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 c'est ça en fait. C'est cette idée que la vie n'a pas de fin Ouais. et que chaque vie est située dans un monde parallèle. Et Oui, qu'on a toutes les possibilités qui s'ouvrent. Il suffit d'ouvrir les portes entre les univers. Et la poupée est une porte. voilà. Et alors qu'en Occident, c'est un Une sextoy. poupée C'est pas, ça n'a gonflable. rien à voir. Il y a la notion une love doll, c'est forcément japonais avec la culture japonaise. Sinon, ça fonctionne pas. Alors, Sinon, c'est une déco qui prend trop de place. ah, écoute, alors, excuse-moi, encore une fois, je me méfie toujours de ces oppositions Ouais, trop strictes, hein. C'est-à-dire que quand on interroge les gens qui achètent des ouais. love dolls japonaises, on s'aperçoit que instinctivement, ou je sais pas, de manière spontanée, Mhm. ils établissent le même type de relation que des Japonais peuvent en mettre en place avec leurs propres poupées. Donc il semblerait qu'il y ait quand même, on pourrait appeler ça l'affordance, hein, c'est-à-dire la capacité d'un objet de susciter chez l'être humain un type de rapport. Est-ce Mhm. que la poupée a cette capacité-là d'induire l'être humain à tout de suite mettre en place un type de rapport avec elle qui est le même, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en France? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Bah, disons que je pense que toi, tu es spécialiste et tu connais très bien mon sujet. Moi, je fais juste que discuter avec des gens autour de moi qui en possèdent. Là, il y a un de nos responsables qui est un méga fan de figurines de la Good Smile Company, qui vient régulièrement chez nous. On fait des lives avec eux, etc. Et effectivement, on a failli même d'ailleurs faire un studio photo là sur un des flux. Et effectivement, mettre en scène. Mais là, ce que je connais des gens autour de moi, c'est, je dirais même, je dirais plutôt la performance de mettre de la photo euh,
tout en mettant une poupée qui est effectivement quelquefois sexuée ou très sexuée et qu'il faut effectivement démonter, réhabiller, qui pose d'ailleurs quelquefois de forts questionnements sur voilà, elles sont tellement fines que le fait de déshabiller, de réhabiller une poupée, c'est limite si c'était pas possible de le faire en présence d'enfants. C'est assez étonnant d'ailleurs ces réactions-là. Mais le sujet des Love Dolls, c'est pas quelque chose que je connais forcément très bien. Donc c'est des bribes d'informations que j'ai acquises, mais ces informations sont peut-être pas très justes. En tout cas, moi, ce que j'ai lu des choses à base, par exemple, de mariage, de fiançailles, de mise en scène dans la maison, mais dans la vie quotidienne. Ce que je n'ai pas l'impression que ce soit réellement le cas, en tout cas dans mon petit milieu. Et c'est plus là c'est plus le fait en fait les gens qui se baladent avec leur BJD en convention et qui sont super contents, qui vont faire des fringues, qui vont faire des super belles, plus belles photos. Donc on est sur la même chose. J'ai l'impression que la partie, on n'a pas le droit de tomber amoureux de sa figurine d'ailleurs, qui s'appelle plus facilement une figurine qu'une poupée. Oui, alors là, je dois avouer que là, certainement, tu connais beaucoup mieux le sujet que moi. C'est vrai, sur tout ce qui est Super Dolphy, etc. J'ai pas encore étudié à fond le sujet. Je suis juste allée à Tenshin Osato, qui est la patrie natale des anges, qui est vraiment le lieu culte hein, pour les personnes qui achètent des BJD japonaises, hein, les plus connues, hein, celles qui sont fabriquées par Volks, que la plupart des gens doivent connaître. Alors, Tenshin Osato, il y a la possibilité, quand on fait, alors j'ose pas dire l'achat, parce que le mot achat, évidemment, est interdit, hein, c'est un mot tabou dans ce lieu, dans ce sanctuaire. Donc, quand on décide d'adopter une poupée, ça c'est le terme officiel, hein, eh bien, il y a moyen de demander, moyennant un petit supplément, une cérémonie qui est très proche des cérémonies de mariage. Et j'ai assisté à une de ces cérémonies. Et c'est une femme qui a épousé une poupée. C'était étonnant parce que ça se passait devant une sorte d'autel composé de poupées de toute taille, avec une sculpture de la Vierge Marie tenant une super Dolphy dans les bras. Alors, effectivement, là, on est, enfin, c'est surprenant. Et quand on pose la question à la personne, mais pourquoi, question naïve, hein, forcément, pourquoi, oui. Mais comment c'est possible? comment c'est possible, oui. Et les réponses sont généralement tellement simples qu'on se dit, mais oui, mais bon sang, mais bien sûr. La réponse, c'est juste, il faut formaliser la rencontre. Et Ouais. il faut qu'il y ait un rituel autour, parce que le premier regard qu'on échange avec la poupée, c'est un moment inaugural. Et donc, il faut graver dans la poupée, un peu comme dans un disque dur, un disque vierge, des émotions très fortes, une très grande joie. Et le plus de choses fastueuses, propices, et on grave tout ça de façon à ce que la poupée ensuite vous le renvoie sous la forme d'un flux bénéfique. Donc en fait, d'une certaine manière, le rapport à la poupée est aussi une sorte de rapport à un talisman, à un porte-bonheur, etc. Là, c'est vrai que de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose qui relève du culturel japonais. Oui, 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 c'est vrai. Oui, je pense que peut-être par ici, euh, on n'est pas encore allé aussi loin. Mais c'est pas, C'est-à-dire, on n'a pas encore assez déconstruit. c'est-à-dire, oui, on a peut-être trop oublié que l'objet était aussi un moyen finalement de s'entourer de choses qui vous renvoient comme des antennes paraboliques hein, toutes les espérances, la joie, le bonheur dont vous les chargez, quoi. C'est comme des piles. Mm. On charge tout ce qui nous entoure en ondes positives dans l'espoir que ça, ça permette
de faire venir le bonheur. Oui, c'est donc la partie un peu mystique. Oui, mystique, oui, oui, oui. Ouais. Et juste parce que du coup, moi, c'est un phénomène que je connais assez peu, mais d'un point de vue sociologique, au Japon, quelle est l'acceptation de ce phénomène-là? Parce que du coup, le fait effectivement de créer un lien avec une poupée, comment est-ce que c'est perçu par le reste de la société? Alors, c'est étrange, hein. J'ai l'impression à la fois qu'il vaut mieux se cacher pour entretenir des relations émotionnelles avec les poupées, et qu'en même temps, tous les adultes ont des poupées au Japon. C'est-à-dire que il y a pas comme chez nous en Occident la connotation homosexuelle ou il est infantile. C'est-à-dire qu'un adulte qui a une poupée, c'est normal. Pourquoi? Surtout quand il s'agit en fait d'un père ou d'une mère de famille. C'est parce que il y a des poupées dans toutes les maisons pour célébrer la fête des poupées, qui est une des fêtes les plus importantes au Japon. Oui, ah oui, c'est vrai. Donc finalement, dans des boîtes, dans tous les foyers japonais, il y a des poupées articulées qui sont d'une certaine manière des éléments synonymes de, encore une fois, de fêtes à caractère auspicieux. Ce qui permet aux Japonais adultes d'avoir d'autres types de poupées sans immédiatement être taxés de personnes incapables de s'adapter à l'âge adulte, etc., etc. Bon, ceci dit, malgré tout, j'ai l'impression quand même que les propriétaires de poupées se cachent un peu ou qu'ils entretiennent avec complaisance l'image d'une minorité oppressée et que quelque part ça leur fait plaisir aussi parce que c'est une manière de s'identifier dans Ouais. les marges à un groupe avec des revendications, avec une identité, avec un imaginaire commun, etc. Je veux dire, c'est aussi des personnes qui permettent, qui s'autorisent grâce aux poupées à construire des liens sociaux qui sont relativement, comment on pourrait dire, anormaux par rapport Mm. aux standards habituels. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui vont au Tenshin Osato font parler leurs poupées pour s'autoriser à parler avec les autres. Mm. Et c'est par le biais des poupées qu'ils arrivent à avoir des histoires d'amour entre eux. Donc les poupées leur servent d'intermédiaires. De ce point de vue-là, je pense que pour les autres Japonais, c'est comme des gens un peu bizarres. Ouais. Est-ce que dans ces gens, on trouve beaucoup d'asexuels? Alors, ça, c'est toujours la difficulté. Le, Beaucoup de Japonais prétendent ne pas avoir de petits copains, petites copines, ne pas avoir de sexualité. Et dès qu'on commence à regarder les chiffres de fréquentation des love hotels, on s'aperçoit que ça explose en ce moment. C'est-à-dire que plus on est dans le déni de sexualité, et plus parallèlement, des chiffres semblent montrer, prouver le contraire. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet qui me passionne, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ce qui est en jeu, c'est le système économique tel qu'il existe au Japon et qui est un système de répression des nouveaux espoirs. Alors, je vais Mhm. m'expliquer là-dessus. Ouais. Il y a une génération qui ne veut plus faire comme les parents. Et cette génération fait la grève des ventres, mais la grève des ventres sur le plan, je dirais, du mariage et de la production de nouvelles générations. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sacrifier leur avenir au profit d'une société qui est une société cannibale. C'est-à-dire que pour le Mm. dire clairement, au Japon, du moment qu'on se marie, on ne peut plus vivre en couple, hein. On n'a plus la possibilité véritablement de voir son conjoint. On est obligé de faire des heures supplémentaires, de partir en mission parfois très loin, de sacrifier ses week-ends. Et ça, je pense que les jeunes en veulent plus du tout. Et on est actuellement dans une phase de transition extrêmement douloureuse, due au fait que les nouvelles générations ne veulent plus se conformer à ces normes qui Mhm. dominent encore actuellement et qui sont soutenues par des batteries de lois répressives, notamment au niveau des impôts. Alors, par exemple, il faut savoir que quand une femme gagne
1,3 million de yens par an, ce qui en fait est très peu et qui correspond à un trois quarts de temps. Si elle est mariée, eh bien, les impôts que le couple vont avoir à payer, pardon, vont être supérieurs à ce qu'elle gagne. Donc, c'est très dissuasif. Et ça, les jeunes, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas, les femmes ne On les veulent pas comprend. renoncer à une carrière, et les hommes ne veulent pas renoncer à une vie de couple. Oui. Et donc, comme ce système ne correspond plus du tout à leurs aspirations et à leurs besoins, ils prétendent qu'ils ne sont pas en attente d'amour. En D'accord. fait, ce qu'il faut comprendre par là, ce qu'il faut traduire, c'est qu'ils ne veulent pas se marier dans ces conditions et ils ne veulent pas avoir d'enfants dans ces conditions. Et ils reportent leurs besoins qui sont frustrés, forcément frustrés, dans le domaine du rêve. Ils dialoguent jusqu'à 3 heures par jour avec des petites copines virtuelles comme le jeu, celle du jeu Love Plus, etc. Mais en fait, il y a un besoin qui est déchirant. Et c'est bouleversant de parler avec eux. Si on s'aperçoit qu'ils se sacrifient. Et ils se sacrifient pour ménager la possibilité à la génération suivante d'avoir de meilleures conditions de vie. Mais c'est horrible. C'est-à-dire qu'actuellement, on assiste véritablement à une forme de suicide sentimental d'une génération entière. Et il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est-à-dire que quand ils prétendent que ça ne les intéresse pas, c'est faux. On le voit bien. Ils sont horriblement en demande. Et dans quelle mesure est-ce que le célibat ou la vie en couple hors mariage sont acceptés aujourd'hui au Japon? Alors justement, voilà, effectivement, on pourrait penser, mais pourquoi ils se paxent pas? Pourquoi tout simplement, au lieu de se marier, ils font pas comme nous? Et auquel cas, le problème des impôts ne les concernerait pas. Alors, c'est parce que les critères, les normes, les standards sociaux à l'heure actuelle au Japon sont restés très durs par rapport aux nôtres. Je vous donne un chiffre. En France, 50, je crois 51 ou 53% des enfants naissent hors mariage. Au Japon, c'est 2%. Voilà. Donc un enfant hors mariage au Japon, c'est impensable. Tout simplement impensable. C'est assez terrible en fait, hein. Ce que tu racontes, je ne savais pas que c'était à ce point-là, alors que nous en Occident, on est en train largement de brasser tout ce qui est transgenre. Là, c'est simplement toute une nation qui suicide sa vie amoureuse. Oui. Et où il ne reste pas grand-chose de la vie sexuelle au final, tout du moins Alors, une vie épanouie. alors attention, Ouais. maintenant, la vie amoureuse, effectivement, elle est sacrifiée. La vie sexuelle, j'en suis moins sûre. Et je crois qu'ils mentent. Dans les sondages, quand ils disent j'ai pas de petite copine, j'ai pas de petit copain, Ouais. ça veut juste dire je veux pas être amoureux, je veux pas tomber amoureux. Mais en revanche, je pense que sexuellement, ça marche à fond. Ouais, mais l'amour, c'est quand Maintenant, même. j'ai pas de Ou alors, chiffres. ou alors c'est vachement occidental, mais l'amour, ça fait quand même partie des trucs vachement importants. Ça aide. Oui, mais eux, ils sont obligés de dissocier. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'ils souffrent. Ils n'ont pas le choix. S'ils tombent amoureux, il va falloir épouser la personne. Eh bien, c'est vachement. Et voilà. C'est vachement terrible. On peut leur dire de venir en France, hein, et ils peuvent faire des bébés chez nous. Et, on Ouais. leur aidera juste, on leur conseillera juste pour les femmes c'est cool si elles restent un petit peu à la maison quand même. Bien. Et est-ce que tu voudrais bien qu'on aborde maintenant ton blog et donc et de la façon dont tu mènes ce blog et comment tu travailles sur ce blog, comment tu vas chercher, quelles notes tu vas chercher à mettre en avant, etc. Ah, Euh, eh bien, je reçois des livres. ouais. Puis dès que là, je trouve qu'il y a un truc qui entre bien en adéquation avec des préoccupations d'actualité, je fonce. Je fonce. Là, bah, par exemple, hein, je- là, je viens de finir deux articles aujourd'hui sur les gars de ceinture. Ouais. On se dit, mais c'est où l'actualité? C'est pas très intéressant, les gars de ceinture, etc. Mais en fait, je pense qu'au-delà du fait que les gars de ceinture sont en train de se répandre
de se démocratiser et que les hommes sont en train de découvrir le plaisir anal, enfin blablabla. Le discours un peu de lénifiant, de n'ayez pas peur, c'est pas grave, hein. Il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup, c'est l'idée que il faut rassurer les hommes sur le fait qu'ils sont pas homo. Et là, ça me gêne. Ça me gêne parce que je me dis, et où est le problème? Et au fond, Ouais. qu'est-ce qu'on s'en fout? Et par ailleurs, ce qui me gêne aussi, c'est que beaucoup de femmes réagissent très mal quand leur mec leur demande pénètre-moi, encule-moi, baise-moi, tringle-moi, etc. Et là, brusquement, le type tombe du piédestal. Et pourquoi? Parce que il se féminise. Ce qui veut dire qu'elles ont une vision de la femme qui est très négative, en fait. Et ça aussi, ça m'agace. Et l'autre chose, c'est que le fait que de plus en plus de god ceinture ou de god share ou de culottes god, etc., se répandent, ça me paraît intéressant parce que ça va pousser probablement les femmes à se remettre en cause dans leur éducation. C'est-à-dire que les hommes, depuis 2 générations maintenant, sont éduqués à s'occuper du clitoris. Hein, c'est le préliminaire, voilà, c'est obligatoire. Hein. Les hommes sont tous au courant maintenant. Il faut faire plaisir à la femme. Les femmes, elles, ont absolument pas reçu cette éducation. Et donc, quand un mec demande à sa femme ou à sa compagne, fais-moi un massage prostatique. Pardon. Elle fait quoi? Oups. Mais quelle horreur. Comme si quand le mec fout sa langue dans sa fente, c'était pas aussi monstrueux, quoi. Donc, à nous, on berque, l'anus, etc., c'est sale. Et moi, je trouve ça intéressant, quoi, qui est un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire, OK, t'as un point G, hey, au fait, j'ai un point P. Donc, voilà. Bon, Après, c'est complètement anecdotique. Hein, après, tout ce que je raconte. tu te demandes comment c'est possible que tu aies autant d'impact. Mais c'est génial. Enfin, ta façon de voir les choses, elle est à partir de. Enfin, là, ça parle tout le temps de féminisme. Et moi, c'est aussi d'une certaine manière, ça me gonfle. Parce que. Bah, pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que c'est des êtres humains, c'est tout. Et donc évidemment, je suis contre le sexisme, c'est évident. Mais cette manière toujours de cliver les choses en permanence, c'est pas ça qui donne. Il faut arrêter de cliver, c'est tout. Et qu'effectivement, moi, c'est pour c'est chez toi en fait. Bon, après, je devais être vachement en retard quand même. Où j'ai, quand tu avais parlé de cette affaire de, je crois, que c'est une coureuse de fond. Aux Jeux Olympiques, et en fait elle avait des super résultats, ils ont fait les analyses et ah bah c'est un homme en fait, ah bah c'est une femme, et ça c'est la première fois que j'en ai entendu parler, parce que voilà, encore une fois je vais être très en retard par rapport à ça, mais à partir du moment où on prend comme base ce que la science nous dit, c'est-à-dire que tout le spectre possible existe. Pourquoi est-ce que on pose encore des clivages comme ça, effectivement, que le plaisir de la femme, bon, c'est ça, le plaisir de l'homme, c'est ça. Enfin, bon, ceci dit, si les porcs étaient moins toujours sur le même scénario, ils apprendraient aussi autre chose. Après, il y a une question d'habitude et d'éducation aussi, parce que justement, j'ai eu la conversation aussi avec un pote il y a 1 ou 2 ans de ça. En fait, c'est sa copine un jour qui était rentrée, entre guillemets, choquée à la maison, parce qu'il y a une de ses amies, justement, qui avait un nouveau copain, et au premier rapport, le mec lui avait dit, justement, bah, de lui mettre un doigt dans le cul pour lui masser la prostate, et la fille s'est complètement choquée, et, quoi, c'était pas possible, quoi, c'était absolument, et du coup, sur le coup, ça avait complètement bloqué, et il a fallu qu'elle aille voir toutes ses copines en demandant, mais attends, il m'a demandé de lui mettre un doigt dans le cul, est-ce que je dois le faire ou pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal? Et la fille c'était en dehors de ses repères, en fait, elle sait pas quoi faire. Et il a fallu aller se rassurer auprès de tout le monde en demandant, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, ça a été le choc. Et du coup, non, enfin, et après, ça a été dans une vie de couple. Bon, tu pratiques ou tu pratiques pas, comme c'est juste cette surprise d'être obligé de se rassurer auprès de ses copines. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où là, du coup, c'était vraiment. Enfin, nous, on était mort de rire de ce côté-là, parce que bon. Il a envie, t'as envie, t'as pas envie, t'es pas obligé d'aller demander, de te rassurer. Oui, quelle est la norme, s'il te plaît? Quelle est la norme? Vite, 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 j'ai peur. Et en fait, de la partie déconstruction de la norme, c'est vachement bien.
C'est vachement bien. Ça fait perdre les repères. C'est vertigineux. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Et ça va maintenant. Ben, Ouais. Internet, Il y a on doit toute une beaucoup à Internet. classification. Ouais. Attends, j'arrête de. On Vas-y, doit je beaucoup t'écoute. à Internet. Ouais, en même temps, c'est un piège, quoi. C'est-à-dire que avant, il y avait des normes qui étaient, disons, externes. C'est-à-dire que c'était des normes venant d'institutions Mhm. telles que l'Église, l'État, les parents, la famille. Et puis maintenant, la norme, en fait, c'est une norme qui est intériorisée et qui vient uniquement d'études statistiques qui Oui. sont projetées dans le grand public via Internet et Mhm. via toutes ces vidéos où finalement les gens se filment et on va aller voir la vidéo du voisin pour comprendre comment il fait. Et en fonction du nombre de vidéos des voisins, essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qui pourrait être une moyenne. Mhm. Sauf que voilà, quoi, la sexualité relève pas de la moyenne. Et c'est là où ça devient très, finalement, très néfaste. Mhm. C'est que les gens s'autocensurent parce qu'ils ont Mhm. peur de ne pas correspondre à la moyenne. Et Voilà. ce qui est terrifiant. Ce qui est terrifiant. Donc c'est vrai qu'on croit qu'on est libéré parce qu'on a accès à plus d'images, à plus d'informations, etc. Mais en fait, toutes ces images et toutes ces informations ne font que renforcer des blocages, en fait. Et ça prend du temps de déconstruire, comme tu dis. Ouais, mais C'est vrai que ça a un rôle extrêmement normalisateur finalement. Effectivement, on n'a pas forcément ces repères, on va les chercher sur de la vidéo, sur l'information, et le porno dans ce cadre-là, par exemple, est extrêmement normalisateur parce que c'est quasiment tout le temps la même chose. Et du coup, effectivement, ça ne pose pas forcément les gens à se poser la question, c'est quoi mon plaisir, c'est quoi ma sexualité, qu'est-ce Oui. que j'aime et comment je peux faire plaisir à l'autre. Parce que Et c'est puis tout le temps surtout, pareil, quoi. ouais, et surtout le problème, c'est qu'avant, comme finalement les instances de répression, enfin en tout cas les instances d'encadrement étaient extérieures, on pouvait se révolter. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait moyen Ouais. pour l'individu de brandir le poing, non, je ne veux pas, je suis un rebelle, etc. Mais maintenant, les instances sont intérieures. Mhm. Contre quoi se battre? On peut plus être un rebelle contre Ouais. ce qui, C'est- voilà, contre le voisin. C'est Oui, pas possible. il y a effectivement les statistiques qui servent de normes. Oui. Voilà, comment Se rebeller jouir, le nombre d'orgasmes. Ah, il n'y en a eu que 20. Comment c'est possible? Je suis malade. ouais. Et Voilà, des choses on comme ne ça. fait Ouais. que culpabiliser. Mm. Ouais. Et on n'est plus dans une pause. On peut plus être dans la pause. Je suis moi et je vous emmerde. Et là, il y a un vrai problème. Finalement, c'était plus pratique avant. Je trouvais ça vachement pesant avant. Mais en fait, ce qui est en train de se dessiner, c'est quand même vachement le besoin. Euh, En fait, là, les gens qu'on a reçus tout à l'heure et qui vont revenir sur le plateau, pour bonne part des militants LGBT, ont même une sorte de classification, on dirait presque des groupes sanguins. Parce que tu as, voilà, tu as les grands registres et puis après, tu as les interactions. Donc tu as le romantisme, c'est-à-dire que grosso modo, tu prends plaisir avec des hommes et la relation romantique, elle va être avec des femmes. Et tu as, voilà, ça m'a fait très bizarre, j'ai l'impression de voir un tableau périodique, en fait. C'est très segmenté en fait. Super segmenté, ouais. Ah ouais. Et juste dire, euh, je suis hétéro, vous le classez comment? Et sinon, la fille a des jolis boobs. Et là, du coup, ça déstabilise. Mais j'ai pas envie de baiser avec, juste des jolis boobs. Et voilà, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est ce qui est en train de se déconstruire. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y arrive. Alors après, effectivement, tu as tellement de gens qui sont en mode bouseux du cancer. Si tu veux un peu d'espoir, tu as envie juste de ne pas y penser parce que c'est même pas supportable. Mais en tout cas, de ce que des gens commencent à parler sur Internet, des choses qui se disent, qui disent, mais voilà, on a tout le spectre. Comment est-ce que moi, dans tout ce spectre, j'ai envie de me faire plaisir?
et comment j'ai envie de faire plaisir. C'est vrai que du coup, ça ouvre quand même beaucoup plus de fenêtres, parce qu'avant, effectivement, tu peux en parler avec tes parents, bon, pas forcément évident. À l'église, bah, encore moins, parce que du coup, tu as tout un jugement. Avec tes amis, mais vu qu'ils étaient comme toi, ils n'en savaient pas forcément grand-chose. Et voilà, si tu portes et éventuellement, ce que je disais tout à l'heure, à mon époque, tu avais Hockey Podium. Il y avait des questions sur la sexualité, tu lisais. Ah, c'est donc ça. Alors les filles lisaient parce qu'elles se posaient des questions, et nous les garçons disaient oh c'est trop court, on lisait quand même parce que c'était ça, c'était les questions que les filles se posaient parce qu'on ne savait pas ce qu'elles avaient dans la tête quoi. Et aujourd'hui du coup avec l'accès à internet, du coup c'est énormément de choses. Un truc bête, mais par exemple quand tu étais fétichiste au fin fond de la Bosse dans les années 60, T'interrêtes. c'était un peu compliqué. Fétichiste de la betterave. C'est un peu compliqué. À part ça, tu as quand même plus facilement accès à ces choses-là, quoi. Ouais, tout à fait. Non, c'est le fétichisme de la betterave. Tu fais du racisme campagnard. Bon, c'est là qu'on habite un peu. Mais c'est bien, c'est près de Paris. Il y a encore un peu un bon air frais, des fois. Mais non, mais du coup, le bouson du Kansas, si tu veux, il est vachement lié aux betteraves. Bon, en tout cas, pour revenir à ça, et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que l'Église catholique, c'est rien ou SM. Donc, si tu veux, on comprend qu'il y a des fois, des gens, ils avaient envie un petit peu de choisir une voie un peu différente qui collait pas du tout. Et effectivement, on est vachement empreint d'une religion, la culture, d'une religion extrêmement forte. Qui pose à peu près à l'ère victorienne des normes qui sont encore en usage, comme sur la masturbation. C'est quand même, alors que tout le corps médical va dire, le bon sens va dire, non mais si vous voulez aller mieux d'un point de vue santé, ça peut en faire partie quand même. Voilà, vous êtes stressé, ça fait partie des choses qui peuvent agir directement sur le stress. Et alors qu'il y a énormément de gens, et j'ai très peur qu'il y en ait quand même un pourcentage qui soient vachement encore très embêtants, qui est toujours sur cette notion de péché, de il faut pas, etc. Il y a vraiment un décalage, je trouve, entre deux mondes, et je trouve ça incroyable. Il y a un mec qui a fait un bouquin là-dessus qui s'appelle Robert Muchambled, son bouquin s'appelle L'orgasme et l'Occident. Et c'est fou, en fait, il est allé déterrer donc tout ça au début du 19e, les publicités, ce qu'il ne faut pas faire, les draps de contention et de choses comme ça. Mais il y a des choses, on en est encore là, il y a très peu de différence. Alors, je dois t'avouer que j'ai du mal, un peu comme tout à l'heure, Ouais. j'avais du mal à opposer strictement l'Occident au Japon, etc. J'ai du mal à opposer strictement le champ de la répression d'origine religieuse Ouais. et le champ d'une soi-disant liberté qui serait du côté forcément athée. C'est-à-dire que, d'abord, alors, pour être simple, Ouais. il me semble que la frontière des interdits ne cesse de bouger, mais se reconfigure en permanence. Ouais. Et que là où on croit avoir acquis une liberté, on n'a jamais fait que repousser un stigmate sur une autre population. Ouais. Et que en fait, on n'en sortira jamais. Mais il ne faut pas désespérer. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça bouge. Donc c'est bien. En fait, moi, je parlais d'un point de vue culturel. C'est-à-dire qu'on regarde tous les églises, qu'on soit croyant ou pas. C'est notre patrimoine. Je ne parlais pas en termes de croyance. Voilà. Et je voulais aussi en venir à ça. C'est-à-dire que même quand on est athée, on est dans une culture, effectivement, qui est marquée. Mais en même temps, elle est pas forcément marquée dans un sens négatif, c'est-à-dire d'une répression contre laquelle il faudrait se battre. Moi, je pars en fait du principe qui a été mis en place par un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Gagnon, et qui dit la chose suivante. Il dit en fait, toute notre conception de la sexualité, dont nous sommes encore, dans les années 2010, les victimes, entre guillemets, elle vient en fait de Freud.
qui ensuite est repris par Kinsey, qui est le fondateur de la sexologie. Et cette conception-là pose l'idée selon laquelle l'homme à l'état naturel, soi-disant ça existe, serait une boule de pulsion. Et qu'il faudrait absolument le civiliser pour canaliser d'une certaine manière cette énergie qui le pousserait en fait à répandre le chaos tout autour de lui. Et John Gagnon dit, partons du principe que cette idée-là est fausse, voire contre-productive, et qu'en fait l'homme à l'état naturel n'existe tout simplement pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on désocialise un enfant très jeune, on s'aperçoit qu'il ne devient jamais humain. C'est-à-dire les zones du langage s'atrophient dans le cerveau, il est incapable de marcher debout, il est incapable de parler, il est incapable de rien en fait. Et il meurt. Et de même, on s'est aperçu que des primates qui avaient été ôtés du sein de leur mère dans les 3 jours suivant la naissance et élevés dans une pièce vide, avec juste de quoi les faire vivre physiquement, corporellement, en fait, ces animaux-là devenaient totalement amorphes et mourraient assez rapidement. Et quand on les mettait en contact avec des femelles, si ce sont des mâles par exemple, ils étaient incapables de s'accoupler avec elles. Ils ne comprennent même plus leur propre corps. Leur corps est une sorte d'enveloppe vide. Et il est fort probable que pour l'humain, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'humain ne peut exister qu'à condition d'être dans un cadre social. Donc, l'état naturel de l'humain, c'est la société. Oui, or, bien sûr. la société, qu'est-ce qu'elle fait? La société canalise et met en place des règles qui sont assorties d'interdits. Et ces interdits servent à quoi? Et c'est là où la théorie de John Gagnon me paraît très porteuse. Il dit, ces interdits servent absolument pas à réprimer soi-disant des pulsions qui de toute manière n'existeraient pas sans la société. Il faut au contraire penser que les pulsions ne peuvent exister que quand il y a des interdits. Et que c'est l'interdit qui produit le désir, l'excitation, etc. Et ça, je trouve ça juste dans le sens où ça, on peut le vérifier sur le terrain. C'est-à-dire que dans tous les cadres sociaux, qui sont des cadres où la nudité intégrale est acceptée, les saunas, les camps naturistes, etc., il n'y a plus d'excitation possible. Ça devient... c'est asexuel. Donc, j'ai tendance à penser que John Gagnon a raison et que la théorie selon laquelle il faut combattre les tabous, etc., n'est pas tout à fait... comment on pourrait dire? Elle n'est pas tout à fait juste. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de défendre l'idée selon laquelle il faut caillasser les femmes et leur faire porter le voile, bien évidemment. Oui, non, ça on le sait. Ni mettre les homosexuels à Sainte-Anne, ni voilà, castrer les personnes qui ont des désirs qui ne correspondent pas aux normes. Mais voilà, il faut en même temps tenir compte du fait que les interdits structurent notre désir. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais que pour une société, moi je crois profondément qu'une société c'est un petit peu comme une grande machine avec plein de rouages qui a toujours en permanence besoin de s'adapter et qu'une société qui ne s'adapte pas en permanence, donc qui ne prendrait pas en compte ceux qui doutent, et donc continuerait à la faire avancer, bien cette société ne pourrait juste pas exister. Moi, c'est ce que je pense profondément. Et voilà, une société, elle a besoin de ceux qui tirent en arrière. C'est comme une grande machine, un mouvement perpétuel. Elle a besoin de ceux qui tirent en arrière. Elle a besoin de la grande masse qui, effectivement, s'accorde pour que les humains puissent interagir avec le plus grand nombre possible d'humains qui puissent interagir. Et puis ceux qui font bouger les choses de manière à ce que la société puisse accepter la plus grande partie de ses composants. Oui, non, mais on se construit, je pense qu'on se construit en tant qu'individu, avec sa personnalité, etc., contre et avec la norme. Ouais, et qu'on ne cesse d'essayer de dépasser des frontières qui ont été posées par d'autres que nous, hein, par notre éducation, etc.
Et que c'est en essayant de dépasser ces frontières qui ont été posées, ou en essayant de dévier de ces projections qui ont été faites sur nous. Parce que quand on est déjà Mhm. quelque chose qui est un espoir pour les parents. Hein. Les parents veulent qu'on soit tel ou tel, etc. Et il faut essayer de se, de se Mhm. faire Ouais. malgré et grâce à ça. Et c'est ça qui nous permet d'être intéressants. C'est dans ce Voilà. combat permanent. Et je crois très fort à à la possibilité de se construire dans la violence. C'est peut-être parce que je suis SM, c'est ce qu'on me dit souvent, mais pour moi, la violence des chocs hein, et des chocs en retour hein, qui se produisent constamment dans le rapport aux autres, dans le rapport à la société, dans le rapport aux parents, etc., c'est très fertile et très fécond. Bah, d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi. Et à propos de se faire violence, je suis désolée, on va devoir arrêter parce qu'il y a plein de Voilà, gens. la Euh, violence. bon, OGF, c'est vrai qu'un de nos slogans en tête, on s'est repris une des phrases de Galaxy Quest qui dit Never give up, never surrender. Et voilà, ça veut bien dire que les choses se construisent aussi dans la violence. Et que quand on s'est battu pour quelque chose, quand ça a été dur et difficile, on n'en est que plus heureux quand ça marche. C'est clair. Bon, bah donc Agnès, on va devoir se quitter. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère avoir l'occasion de te croiser vite, mais je crois que je vais peut-être en février, je vais dans tes vertes campagnes. À Genève. Donc peut-être on se croisera là-bas. Je retourne à Lausanne, Ah, très là où bien, on s'était rencontrés. Donc voilà, peut-être un moment on peut se croiser. très bien. Et voilà. Bon, mais je Alors, te fais des bisous et merci, 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 Merci à beaucoup. merci. bientôt. Au revoir. Ciao.